Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le processus de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé a finalement débuté. La commission spéciale chargée d'étudier les pièces de Jean-Michel Lapin a eu sa première rencontre de travail ce jeudi. Le président Moïse a réitéré mercredi son appel au dialogue aux dirigeants de l'opposition. Le dialogue et la fraternité sont incontournables, a fait remarquer le chef de l'État, tout en plaidant pour le respect du mandat des élus. Recrudescence de l'insécurité routière cette dernière semaine. 11 personnes sont mortes dans des accidents de la route le 1er mai dernier. Ces chiffres ont été communiqués par l'organisation Stop Accident. C'est un dialogue de sourds entre le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, et les leaders de l'opposition radicale. Le président Moïse a réitéré mercredi son appel au dialogue aux dirigeants de l'opposition. Le dialogue et la fraternité sont incontournables, a dit le chef de l'État, plaidant pour le respect du mandat des élus. Il faut se préparer pour des compétitions électorales, mais aujourd'hui, nous devons concentrer nos énergies pour lutter contre la misère, le sous-développement et l'insécurité, a insisté M. Moïse. Entre-temps, l'opposition radicale refuse toute négociation exigeant la démission du chef de l'État comme préalable. Des dirigeants de l'opposition radicale, dont les sénateurs Nenel Kassi et Vallière Beauplan, ainsi que l'ex-président du Sénat Déra Simon Dieuseul, ont débuté hier une mission aux États-Unis. Les membres de la délégation auront des séances de travail avec des congressmen, des responsables d'organisations de défense des droits humains et des leaders d'organisations de la diaspora. M. André Michel indique que l'objectif est d'expliquer les revendications de l'opposition, notamment sur le dossier Petro-Caribé et les massacres de citoyens dans les bidonvilles. Il accuse des proches du pouvoir d'être de connivence avec les groupes armés qui terrorisent les résidents dans les quartiers populaires. Le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, affirme que la tendance est positive pour que le Premier ministre nommé, Jean-Michel Lapin, obtienne la ratification de sa déclaration de politique générale. Il indique que les blocs politiques souhaitent des assises avec le chef de l'État en vue de s'assurer d'une majorité pour voter l'énoncé de politique générale. Karl Murat-Cantave soutient que le processus permettra à la commission de soumettre son rapport le lundi 6 mai 2019. Le Premier ministre devrait soumettre la liste des membres du cabinet ministériel le même jour et présenter son énoncé de politique générale en séance plénière le jeudi 9 mai. Interrogé sur le délai d'une semaine qui serait insuffisant pour l'analyse des documents, le sénateur Cantave a fait valoir que les pièces de M. Lapin avaient déjà été analysées comme titulaire du ministère de la Culture. Le Premier ministre Lapin a donné la garantie que le document de politique générale est déjà prêt. Par contre, il révèle que les négociations se poursuivent en vue de la formation d'un gouvernement de consensus. Nous sommes dans un processus d'ouverture qui a occasionné de multiples réunions, explique M. Lapin, promettant qu'il sera prêt à la date fixée par le Sénat. La commission spéciale chargée d'étudier les pièces du Premier ministre nommé a eu sa première rencontre de travail ce jeudi. Lors de cette réunion, les commissaires ont procédé à la répartition des tâches. Des travaux de vérification ou d'authentification seront effectués dans 4 institutions étatiques. D'ici mardi prochain, le rapport final de la commission sera soumis au bureau du Grand Corps, promet la commission. Il y a 2 sénateurs qui pourraient aller au niveau des archives nationales de l'immigration. C'est sénateur Sildor et sénateur Sorel Jacinthe. Il y a 2 sénateurs qui pourraient aller
au niveau Cour supérieure des comptes, c'est le sénateur Willow et le sénateur Ronald Larèche. Et quand deux sénateurs pour aller dans DGI, le sénateur Bélizet et le sénateur Gélin. Donc c'est comme ça que nous parlons de ces tâches-là. Pour dire que ce n'est pas parce que nous allons chercher l'information, toute pièce a déjà venu, nous allons valider l'authenticité au niveau institution. Et nous allons regarder l'autre question nous allons poser tout pour nous faire. Donc, la commission informée dès demain, nous allons rencontrer pour nous voir si nous avons un rapport là. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le Premier ministre, c'est une chose, mais il faut le cabinet aussi. Donc, c'est ça que fait le président pays, le Premier ministre, il y a de travail pour présenter le cabinet, de manière à ce que, même commission ça, le même travail fait pour le Premier ministre, et sur tout ministre que le cabinet a bien. Voilà. C'est bon perdre de temps, puisque nous avons analysé pièce. La peine était ministre. Non, entre-temps, par exemple, ça passé. Entre-temps, qui dit que le Premier ministre nommé, pas de une nouvelle entreprise, qui dit au Premier ministre nommé, pas faire l'autre activité qu'on pas connaît, qui dit au Premier ministre nommé, pas de l'autre bagaille que lui fait qui lié à position ça et qu'il pas de faire. Mais avec le gouvernement, nous pensons que d'ici mardi, mercredi, on devrait finaliser ces dossiers-là de manière à ce que le Premier ministre soit invité jeudi prochain pour s'investir le politique général. Donc ça presse non seulement parce que le pays a besoin d'un Premier ministre, d'un nouveau gouvernement, mais deuxièmement, tenant compte des contraintes au niveau du Parlement, notamment au niveau de la Chambre des députés. La police a lancé une opération mercredi dans le Bazar Thibonite pour démanteler le gang de Savien. Une situation de tension a régné dans la zone où de nombreux tirs ont été entendus dans la soirée et durant une partie de la nuit. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, affirme que l'opération lancée mercredi par la PNH à Savien a obtenu des résultats positifs. Un véhicule a été saisi et des arrestations ont été opérées sur place, révèle le responsable qui dément toute alliance entre le gang de cette localité et le bandit Arnel Joseph. C'est une opération que la police menait normalement depuis nous en zone d'ombre, en zone de gain de violence. Nous opérons silencieusement avec beaucoup de professionnalisme. L'opération réussit à 100%. Nous saisissons un véhicule qui n'a pas relais, ça vient. Ensuite, on a arrêté deux monde et bien là, passé bien. Monsieur, eux-mêmes, l'opération fin faite, ils tirent en l'air pour semer panique. Et panique vient paraître pour une grosse opération qu'on fait toujours. Non. L'opération fait dans les règles de l'art, correctement. Nous déstabiliser un groupe là, nous saisissons les machines là, et puis nous rentrons dans la base correctement. Aussi simple que ça. Ça arrive déjà à cette rivière, nous renforcer la zone là, une espèce qui en permanence sur l'Artibonite. Et puis qu'on y a l'organisation spécifique, nous obligons d'autres unités pour pouvoir les renforcer, les opérations spécifiques. Mais de manière permanente, nous tirons sur place dans l'Artibonite. Très longtemps dans ce temps, depuis qu'on a tiré Martisan, et l'autre c'est Anel de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas tout comme ça. Le fait première opération, incident terrible là, pas de Anel là-dedans. Ou même quand regarder comme citoyen, ou on bandit armé, dans la zone, côté dans la zone, non, on décide que c'est Anel lié. Non. Ça vient d'un groupe bandit qui était là déjà, que la police était sous-tracée déjà pour mettre hors l'état de nuit. Donc là, il y a un amalgame qui fait, mais chaque monde a non que le voulait. Même comme l'État, nous paraît que ça vient, que Anel, c'est métaux, c'est arrêto, prend, mettre dans la justice, mettre dans la prison. Ça a fait comme travail nous-mêmes. Nous ne pas détailler ça. Mais 2 premiers jours après l'incident, pas de rien à faire Anel là-dedans. Nous, les réseaux sociaux, il y a dit Anel, ça vient faire alliance, tout machin. Nous, les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on a opéré. Il va même bien, on a parlé sur les réseaux sociaux. Très bien, ok. Un individu qui s'est présenté comme le nommé Bougoy, chef de gang du quartier Grand Ravine, aurait appelé récemment l'élu du Sud. Selon le parlementaire, la personne en question a sollicité un soutien financier. Pierre-François Sildor, qui dit vouloir garder ses distances avec ce type de bandit, affirme avoir automatiquement raccroché. Il y aurait dit son chef Bourgogne qui est le dernièrement. Il dit chef là, chef Bourgogne, le chef là. Me dit qui chef? Il dit chef Bourgogne. Me dit qui Bourgogne?
Bah yo pas bon. Et puis ne répond pas et puis me fait même dire me pas parler avec vous ça encore parce que moi me pas son c'est la tête l'ouest, moi c'est la sud. Côté me kon mon éclairé dans l'ouest. Pour qui ça va pas laver? Parce que son chef lié. 17 personnes ont perdu la vie le week-end dernier dans des accidents de la route et 11 autres durant la seule journée du 1er mai. L'organisation Stop Accident annonce une recrudescence de l'insécurité routière ces dernières semaines. Le docteur Garnel Michel, membre fondateur de cette organisation, appelle la présidence à faire de l'insécurité routière une priorité nationale, notamment en renforçant les effectifs et les moyens de la police. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir le docteur Garnel Michel. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Klein. C'est un plaisir d'être là ce soir. Docteur Michel, on va aller directement au fond des choses. C'est quoi, en quelques mots, cette organisation Stop Accident? Stop Accident, c'est pas un mot anglais. C'est un acronyme qui signifie Service technique et opérationnel pour pallier les accidents. Stop Accident. C'est magnifique. Donc, c'est une jeune association qui regroupe des jeunes professionnels, des médecins, des ingénieurs, des avocats, beaucoup d'étudiants. Donc, on a à peine 2 ans. On participe, on fait du plaidoyer, on fait de la sensibilisation, on fait de la formation. Et puis, on participe dans la collecte de données, on fait des enquêtes. Donc, voilà tout. Donc, pour l'organisation Stop Accident. Très bien. Bon, nous n'allons pas revenir sur la situation insécuritaire telle qu'elle est, parce que nous la vivons tous les jours, c'est pas la peine de revenir. Essayons d'aller directement à ce que vous préconisez. Quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre aujourd'hui, rapidement, puisque je viens de l'annoncer, vous avez souhaité que la présidence de la République place l'insécurité routière en priorité nationale. Exactement, parce que les chiffres prouvent qu'on peut parler de tout type d'insécurité, mais l'insécurité routière, ça fait tellement mal. Et quand on regarde la catégorie qui est la plus victime en Haïti, c'est les jeunes, c'est la proportion active de la population. Par exemple, hier, 100% des décès, c'est des jeunes, c'est des personnes jusqu'à 35 ans. Donc, nous autres, nous croyons que le pays ne peut pas se développer avec cette situation, avec ce phénomène. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de l'insécurité due aux gangs, mais l'insécurité routière tue infiniment plus de personnes que les gangs. Exactement. En plus que l'insécurité routière par des bandits, c'est très circonscrit. C'est dans des zones bien précises. C'est limité, oui. Donc, je crois que l'insécurité routière, c'est partout dans le pays. Il n'y a pas une section communale qui n'a pas de moto. Les gens vendent leurs terres, leurs bêtes et laissent l'agriculture pour rentrer dans cette économie qui est la moto. Donc je crois que vraiment c'est extrêmement important que l'État aujourd'hui, à son plus haut niveau, le président de la République, déclare la sécurité routière comme une priorité. Donc on a vécu en France en 2002 avec Jacques Chirac. Jacques Chirac n'avait pas mené campagne autour des accidents. Mais quand il est arrivé, par rapport à la quantité de victimes d'accidents, il avait 3 priorités. Donc la sécurité routière, c'était l'une de ses priorités. Donc je crois que au niveau de Stop Accident, nous croyons fermement que l'État haïtien doit déclarer la sécurité routière comme une priorité. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va demander à chacun de prendre ses responsabilités. On va donner à la police nationale les moyens pour faire son travail. Parce qu'aujourd'hui, on a moins de 500 policiers pour les 12 millions d'habitants que nous sommes aujourd'hui, pour le territoire national. Donc le ratio, ça ne marche pas. Moins de 500. Le chiffre exact, c'est 375 policiers qu'on a pour les 12 millions d'habitants, policiers affectés à la circulation. Parce qu'on doit avoir un corps de police routière. On a un service de circulation, mais on doit avoir un corps de police routière. Donc, on ne peut pas faire ce travail sans donner priorité à la sécurité routière. Quand on regarde l'état des routes, donc si on n'a pas
la sécurité routière. On ne fait pas de la sécurité routière une priorité. Donc, comment on va superviser les travaux des TPTC, par exemple? On construit les routes n'importe comment, sans normes. Donc, beaucoup d'accidents, c'est parce que les routes ne sont pas en état, ou bien c'est parce que les routes sont mal construites, ou ne sont pas entretenues, tout court. Docteur Michel, d'après vous, qu'est-ce qui est la cause principale de cette insécurité? Bon, on peut parler de l'indiscipline des chauffeurs, on peut parler du manque de formation, il n'y a pas vraiment d'études du code de la route. Combien de conducteurs savent les différentes règles de la circulation? Les motos, évidemment, l'impréparation et l'insuffisance des moyens donnés aux policiers. Mais pour vous, qu'est-ce qui est la cause principale de cette catastrophe? Bon, en fait, la première cause, selon nous, au niveau de Stop Accident, c'est une question de comportement. Parce que, selon les enquêtes que nous avons menées, environ 70% des accidents, c'est à cause de mauvais comportement des usagers. Donc, ce n'est pas seulement le mauvais comportement des chauffeurs. Il y a bien sûr mauvais comportement des chauffeurs, donc ils boivent, ils conduisent, donc ils sont fatigués, ils conduisent. Ils sont au téléphone. Aujourd'hui, c'est le téléphone, le fameux téléphone au volant, c'est une cause d'accident. Mais il y a aussi mauvais comportement des piétons, la façon que nous occupons les routes. Par exemple, quand vous voyez les marchés publics, le marché informel tout court, donc en fait, c'est sur la rue que nous achetons, c'est sur la rue que nous vendons. Donc ça, c'est un problème grave. Mais aussi le mauvais comportement des passagers. Parce qu'aujourd'hui, on prend les motos parce qu'on est pressé. On fait des pressions auprès des motards pour qu'ils aillent rapide. On a donné le fameux nom de Papa Dap. Pour dire c'est rapide. Donc si c'est pas Papa Dap, on ne va pas monter. Donc c'est mauvais comportement des passagers aussi. Mais à part cela, à part mauvais comportement, il y a aussi l'état des routes. Il y a des routes carrément qui sont accidentogènes. Bon, il faut voir pourquoi à Montapion on a toujours des accidents. Voilà. Donc c'est parce que ces routes-là ne sont pas conformes. Donc il y a aussi des aléas sur les routes, par exemple des objets fixes. Donc les voitures sont tombées en panne, on les répare sur la route. Donc il n'y a pas de service pour les faire déplacer, etc. Donc je crois que l'état des routes, la situation sur les routes, c'est extrêmement important. Mais aussi, les routes n'ont pas d'éclairage. Donc le fait que les routes n'ont pas d'éclairage, chacun essaie d'avoir ses lumières. Donc je crois que c'est un problème grave, ces fameuses lumières, grandes lumières, ces phares que nous utilisons sur les routes, ça nous empêche, ça empêche à celui qui vient en face de voir. Donc, et ça, c'est une cause grave d'accident. Et peut-être, en dernier lieu, probablement, il faut voir l'état des véhicules. Donc là, nous sommes peut-être l'un des pays à avoir le plus j'allais dire fatras, en termes de véhicules en mauvais état. Donc, je crois que c'est un problème grave. Il n'y a pas d'inspection. Ce sont des corbillards ambulants. Des corbillards. Donc, voilà le mot exact. Donc, nous croyons que c'est fondamental que l'État fasse de ça une priorité parce que c'est un problème grave de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît que la première cause de mort chez les jeunes, c'est les accidents. La première cause de maladie aussi, la première cause de mortalité chez la catégorie de 5 à 29 ans, c'est les accidents. Plus que toute autre maladie, les accidents, c'est la première cause de mort et de maladie chez les jeunes. Donc, c'est fondamental à ce que le pays fasse de ça une priorité. Alors, concrètement, est-ce qu'il faudrait commencer, d'après vous, à réinstituer un véritable service de la circulation, service d'inspection des véhicules? Parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Ça existe sur le papier, mais tout le monde sait que aucun véhicule ne subit une véritable inspection. Exactement. Et ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. La première chose, c'est que le président, le gouvernement doit déclarer la sécurité routière comme une priorité. Aujourd'hui, c'est notre priorité. Ça, c'est l'acte politique. Politique. Il faut avoir une volonté politique claire que ça soit une priorité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à la prévention, le corps de circulation et de police routière. Aujourd'hui, nous avons ce service de circulation très limité en termes d'effectifs, en termes de matériel, en termes de formation. Donc, si c'est une priorité pour l'État, donc l'État va donner les moyens à la police pour que vraiment on ait
un corps spécialisé, bien équipé, bien entraîné de police routière. Et ça, c'est extrêmement important. Les touristes ne viennent pas pour ça aussi. Parce que quand on regarde la circulation du pays, donc ça c'est pas attrayant du tout. Donc je crois que si on a un corps de police, tout comme on a les BIM, les corps affectés au Palais national, on a un corps de police routière bien équipé, bien entraîné, avec l'effectif qu'il faut. Donc ça va réduire considérablement l'insécurité routière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à la police, c'est que ça aussi, c'est un secteur rentable. Parce que tous les motards qu'on va voir dans la rue, plus de 90%, c'est le business qu'ils font. Hein. Donc, j'avais dit tout à l'heure qu'ils abandonnent la terre, l'élevage, pour entrer dans l'industrie ou du moins dans l'économie des motos. Donc ça rentre, mais ils ne paient pas de taxes parce qu'on ne connaît même pas combien de motos qu'on a dans le pays. Ils n'ont pas de licence, ils n'ont pas de papier. Donc vraiment, ils n'ont pas d'assurance. Et que dans les contraventions, même l'État pourrait trouver de l'argent, les moyens nécessaires pour faire fonctionner, ou du moins pour financer le secteur. Parce que je prends toujours l'exemple du Canada. Quand on envoie des textes messages par téléphone et qu'on conduit, on donnait une contravention de $70 canadiens. On a fait une étude, on a vu que beaucoup d'accidents sont dus à l'utilisation de textes messages. On a augmenté ça de 70 à $600 canadiens. De 70 à 600. À $600, environ 10 fois plus. Donc je crois que c'est un secteur où on peut trouver de l'argent pour financer ce secteur, pour donner des matériels à la police, pour construire des hôpitaux, parce qu'en parlant des hôpitaux, il y a aussi la prise en charge qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, on a 125 sections communales qui n'ont rien de santé, qui n'ont rien de structure sanitaire, ni de centre de santé, ni d'hôpitaux. Donc 125 sections communales, et on a des motos dans ces sections-là. 125 sections communales, c'est 20% du territoire national. Donc, c'est un problème grave. Combien d'Haïtiens qui encourent des dépenses catastrophiques quand ils sont accidentés? Une jambe cassée, etc. On a seulement 4% d'Haïtiens qui ont une assurance santé. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. L'État doit aujourd'hui déclarer la sécurité routière comme une priorité et parce que sinon, le pays ne va pas pouvoir développer. Beaucoup d'enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que leurs parents étaient motards et qu'ils sont morts. Ou du moins des Madame Sarah, ils sont handicapés. Donc, vraiment, l'État doit déclarer. Donc, en d'autres termes, à côté de l'aspect préventif, vous préconisez aussi que l'aspect répressif soit renforcé de manière drastique. C'est pour ça, même si on parle de mauvais comportement, là, avec la sensibilisation, on peut faire changer de comportement, mais ça reste la responsabilité de l'État à travers la répression. Parce que les études ont prouvé qu'avec la répression, on réduit à plus de moitié des accidents, même par rapport au comportement et tout. Donc, il faut aller là. Il n'y a pas d'autre voie. Il faut aller là. Donc, il faut la répression en tout cas, pour couper court à ce phénomène qui est ravageur. Beaucoup de familles sont appauvries par rapport à ce phénomène, sont en deuil, etc. Donc, je crois que ça doit être priorité. Écoutez, docteur Garnel-Michel, j'espère que vos plaidoyers vont arriver jusqu'aux plus hautes instances de ce pays et que vous allez être entendus et que la sécurité routière qui amène tant de deuil dans toutes les familles, sur toute l'étendue du territoire, va véritablement être placée en priorité nationale et que nous allons enfin pouvoir respirer un peu mieux. Merci de nous avoir donné l'espace. Merci beaucoup, docteur Michel, et bon courage, parce que la tâche est lourde. Merci, beaucoup de prudence, et merci de nous avoir aidés en ce sens. Voilà, donc c'était le docteur Garnel-Michel de l'organisation Stop Accident qui faisait un petit peu le point de cette question difficile, mais pour laquelle il existe des solutions où on n'a pas besoin de réinventer la roue. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.